Je voudrais peut-être d'abord donner un tout petit témoignage, c'est ce que m'a demandé Daniela, en tant que chercheur qui, dans les années 60, a fait mes études à l'université de Nanterre, et en 68, j'ai proposé à un directeur de thèse un sujet sur les écrivains de la Shoah en France et en Israël, souffrance et déracinement. Alors bien sûr, pour le déracinement, j'ai tout de suite pensé à Claude Vigée, et comme j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'1 an pour me rendre en Israël et travailler sur place, dès janvier 69, j'ai rencontré Claude Vigée à l'université de Jérusalem au Mont Scopus, en lui disant, eh ben voilà, je viens de terminer Moisson de Canaan et beaucoup de vos anciens textes, vous faites partie de mon corpus. Et il a eu un sourire d'enfant en disant, eh bien, vous êtes la première à faire un travail universitaire sur moi. Il était tout à fait jeune, content, pas du tout imbu de lui-même. J'ai été vraiment admirative de la proximité qu'il avait avec son interlocuteur. D'ailleurs, chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai toujours trouvé que c'était un homme qui savait écouter et qui s'intéressait aux autres presque plus qu'à ce qu'on lui demandait de lui-même. Il n'était pas imbu de sa personne et de son œuvre. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Je l'ai souvent croisé dans les rues de Jérusalem, toujours au bras de Evie, qui ne le quittait jamais. Evie, son épouse cousine, ou sa cousine épouse. Et j'ai eu la chance de pénétrer dans son intérieur, surtout à l'époque où, pour la source de vie, j'ai fait une très longue séquence de plus de 20 minutes sur son œuvre, mais aussi je l'ai accompagné en Alsace, à Bischwiller, et dans la maison qu'il a occupée autrefois. Et là aussi, il y avait quelque chose d'extraordinaire parce que la maison ne lui appartenait pas. Donc, bien qu'ayant grandi dans cette maison, il n'arrêtait pas de remercier la propriétaire qui nous avait permis d'entrer. Il ne se sentait pas chez lui. Il avait peur de déranger, et ça aussi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Dernière chose, je l'ai souvent vu avec ses anciens élèves, et il y avait une vraie joie de se retrouver. C'était comme presque une bande de copains, et pas du tout comme un gourou entouré de disciples fervents, etc. Tous l'admiraient, mais il y avait une complicité entre Claude Vigée et ses élèves. Alors voilà, je pourrais parler évidemment 10 heures de ce témoignage, mais je vais tout de suite me lancer dans mon sujet, qui en fait, en ce qui concerne l'exil, concerne l'Amérique, et déjà peut-être Toulouse. Et excusez-moi, je ferme mon téléphone pour qu'il ne sonne pas. Et en ce qui concerne le retour, c'est évidemment Jérusalem. Donc, Jérusalem, l'université, mais aussi tout ce qu'il a appelé au début Canaan, et par la suite, donc, Israël, la Judée. Je ne vais pas me lancer dans une biographie parce que je pense que presque tout le monde aura quelque chose à dire. J'ai d'ailleurs écrit un texte sur le panier de houblon qui est une autobiographie de 800 pages. Je détaille comment cette autobiographie est née en 20 ou 30 ans et comment cette obsession de retracer le passé du judaïsme d'Alsace avant qu'il ne s'efface d'abord de sa mémoire, parce qu'évidemment, il s'était effacé de la carte, mais avant, c'est à 70 ans qu'il l'a finalisé. Il avait peur que sa mémoire ne soit plus suffisamment fidèle pour rendre compte de son terroir, de ce qui était vraiment son enracinement. Mais dès l'entrée des nazis, vous savez que l'Alsace-Lorraine a été évacuée hors de la France, donc pas seulement les Juifs, les Alsaciens lorrains en général, et Claude Vigée voulait devenir médecin. Il est arrivé à Toulouse, et c'est à Toulouse qu'il a commencé 2 et peut-être même la 3e année de médecine, je crois, dans la même classe d'université. Il avait avec lui le rabbin, celui qui deviendra le rabbin, Paul Reutemann,
Et dès que le statut des Juifs, je vais employer l'expression de Neher, les a statufiés, c'est-à-dire expulsés de leur citoyenneté française, et Dieu sait que la généalogie de Claude Vigée remontait très loin, il avait son arbre généalogique jusqu'au 19e siècle et même jusqu'aux guerres napoléoniennes, et il se sentait totalement français, et voilà qu'il est expulsé par le statut des Juifs. Donc, premier exil, non pas seulement de sa terre natale, l'Alsace, qu'il reverra en touriste, enfin touriste un peu spécialisé dans les paysages, la civilisation, le dialecte, etc. Mais touriste tout de même parce qu'il n'y habitera plus jamais, à part ses voyages tardifs en Alsace, il est exilé de l'Alsace et surtout de l'Alsace de son enfance. Et à Toulouse, c'est tellement différent de ce qu'il a vécu qu'il lui faut un temps pour s'adapter. Mais dès que le statut des Juifs en fait un Juif avant que d'être français, il a une réaction qu'ont d'ailleurs beaucoup de Juifs de l'époque, c'est qu'immédiatement, il va s'engager pour participer au destin du peuple juif d'une part, donc un engagement solidaire, un engagement de frères, et en même temps, il s'engage dans une recherche spirituelle, puisque en s'engageant dans un mouvement qui finalement est un mouvement de résistance, parce qu'au début, c'est peut-être pas très clair, ça s'appelle les Bnei David, les enfants de David, et c'est un cercle d'études autour du rabbin Cassorla de la synagogue de Toulouse, et il y a des cercles d'études avec Paul Reutemann, et tout ce petit monde se met à étudier le judaïsme tout en luttant dans la résistance. C'est assez extraordinaire, c'est un peu ce qui se passe avec les EI d'ailleurs, les éclaireurs israélites, qui à la fois font une lutte pour sauver des enfants et certains participent à une lutte armée et en même temps suivent des cours. Et c'est pareil avec, par exemple, l'école des prophètes au Chambon-sur-Lignon, où André Chouraki et bien d'autres participent, mais André Chouraki, tout en combattant pour l'oser, où il place des enfants et beaucoup des membres de son groupe meurent, il participe au cours de l'école des prophètes. Donc disons que c'est une réaction générale, ce n'est pas tout à fait spécifique à Claude Vigée, mais il est passionnant de voir comment très vite il donne une conférence, chaque membre des Bnei David dans le mouvement de résistance qui lui s'appelle Action juive et qui en 1943 va s'appeler l'armée juive, l'AGI en tout cas, propose à chacun de ses membres de faire une conférence. Et lui propose une conférence sur le prophète Isaïe, et c'est à cette occasion qu'il va rencontrer l'expression Chai Ani, qu'on traduit en général par « je suis vivant », enfin c'est comme ça qu'il le traduit, sans doute à la suite de Bibles protestantes qu'il a découvertes dès 1938-39 en traduction française. En fait, Chayani veut dire « sur ma vie », c'est-à-dire c'est une parole de serment. Mais dans ce cours qu'il donne sur Isaïe, il va retrouver la parole prophétique, l'alliance entre Israël et l'Éternel, et donc cet engagement de vivre. Et il se dit qu'il y a bien sûr la mort autour de lui, mais qu'il va vivre. Alors je ne vais pas parler longuement de ce que d'autres évoqueront sûrement. Je veux dire que il serait resté à Toulouse dans la résistance si son camarade de résistance, Arnold Mandel, l'écrivain, n'était venu lui dire « ça y est, tu es grillé, les Allemands connaissent ton adresse, tu dois immédiatement t'enfuir ». Et de manière très soudaine, il réussit à faire ses bagages et quitter immédiatement Toulouse par Lisbonne.
et de là, il regagne les États-Unis. Sans rien, sans un sou en poche, sa famille le rejoint. Il a même quelques mois plus tard sa petite cousine Evie qui vient avec ses parents. Il y a donc un groupe familial, mais rien d'autre. Il va même raconter qu'il est exclu de 8 universités parce qu'il est juif et pauvre. Et cet exil américain, qui pourrait se terminer à la fin de la guerre, il pourrait retourner en Alsace, mais d'une part, est-ce qu'il a vraiment retourné? Et d'autre part, il a épousé Evie et il commence à faire une vraie famille. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Et peu à peu, Claude Vigée trouve un travail. Et donc, il reste aux États-Unis jusqu'en 1960. Et en 1960, il s'installe en Israël à la suite d'une série d'engagements qui sont à la fois le hasard et tout de même engagés dans son destin. C'est-à-dire qu'il a une année sabbatique en 1959. Et là, il se rend au colloque des intellectuels juifs de France à Paris. Il y rencontre énormément de participants à ce colloque, dont Neher, dont Manitou, Lévinas et d'autres. Et il va se rendre compte qu'il y a là un autre judaïsme que celui qu'il connaît aux États-Unis. Je vais revenir dans quelques minutes à ce qu'il a tout de même découvert aux États-Unis, mais ça reste un exil. Et pendant cette année sabbatique passée à Paris, il retrouve aussi André Chouraki, qu'il avait invité à Brandeis après que Chouraki l'ait lui-même invité à donner une conférence pour Oh, j'ai un trou. À quel endroit? Mais peu importe. André Chouraki l'invite à faire une conférence. Vigée lui rend l'appareil en l'invitant à Brandeis. Et à Paris, André Chouraki l'invite chez lui et il l'invite notamment un soir où, alors Annette Chouraki m'a confirmé que c'est vraiment le hasard parce que des personnes se sont ont annulé leur venue à la dernière minute et elle a invité le professeur Mazar qui dirigeait, qui était doyen de l'université de Jérusalem et en même temps un responsable des services culturels français en Israël. Les deux se trouvaient à la table avec Chouraki et avec Vigée et il y a eu une sorte de miracle, c'est-à-dire que Chouraki a dit à Vigée, je sais que vous aviez toujours envie de visiter Israël. D'abord, je vous invite à venir très prochainement, on vous fera visiter Annette et moi. Et professeur Mazar, vous qui êtes là, si ça vous intéresse, peut-être que Claude Vigée peut venir enseigner à l'Université de Jérusalem. Le professeur Mazar dit, ce n'est pas impossible. Et le chargé de relations culturelles de la France dit, mais nous pouvons très très bien organiser un partenariat et le faire venir. Et voilà, c'était dans la poche. C'est le récit de Annette et André Chouraki. Ce n'est pas toujours le récit exact de Claude Vigée qui dit qu'en fait, il a quitté l'Amérique parce qu'il s'y ennuyait et parce que l'exil lui était trop difficile. Et en fait, quand moi j'ai commencé à étudier dans son œuvre, je me suis rendu compte que les premiers livres parlaient non pas d'Israël, pays de l'Aliyah des Juifs sionistes, mais de l'Israël poétique, l'Israël qui représente les paysages de la Bible. Il raconte énormément ses promenades sur la plage entre Ashkelon et Ashdod, 2 villes philistines où on trouvait encore, raconte-t-il, dans le sable en se penchant, des restes de ces civilisations disparues. Il rapportait à la maison un peu de tout cela. Il était bouleversé de la similitude des paysages racontés dans la Bible et de ce qu'il voyait sous ses yeux. C'était une sorte de miracle pour lui, mais encore une fois, c'était plutôt une retrouvaille, des retrouvailles avec le pays de la Bible plutôt qu'avec le sionisme. En tout cas, ce n'était pas le sionisme d'André Chouraki. Et il va
à l'Ulpan, sur le même banc que son fils adoré, Daniel, et il apprend, dit-il, sa langue paternelle à 40 ans avec son fils, et il va raconter qu'il ahanait en apprenant le Aleph-Bet et en apprenant sa langue paternelle. Et dans des interviews, il dira je commençais un petit peu à baragouiner l'hébreu, mais je n'ai jamais pu transformer cette langue en langue poétique. D'ailleurs, même l'anglais, disait-il, j'ai pourtant été près de 20 ans aux États-Unis, je n'ai pas pu en faire une langue d'écriture autrement que pour quelques pages de prose. Évidemment, l'anglais, il traduira de l'anglais des poètes et il pourra s'exprimer en anglais, mais sa langue d'écriture, sa langue maternelle, c'est le français. On pourrait dire l'alsacien, mais sa langue d'écriture, c'est le français. Et l'hébreu va rester une langue nourricière, très, très importante d'ailleurs, mais qui ne sera jamais sa langue d'écriture, jamais sa langue paternelle. Donc, dans le poème dont je vous parlais, qui s'appelle la corne du bélier, c'est un poème écrit en 1961, donc tout de suite après la fin de l'exil américain. Il parle de la corne du bélier qui évoque le sacrifice d'Isaac, bien sûr, puisque c'est un bélier qui est tué à la place d'Isaac lié sur un buisson. La corne du bélier, le bélier est dans le buisson, pardon, Isaac est sur l'autel, et la corne du bélier sonne le point du jour. Le point du jour, c'est une nouvelle vie, mais tout de suite sur la même ligne, il écrit Aleph. Et ensuite, Bet, Gimel, Dalet, Hey, en ahanant, je nais. Regardez, ahané, il aurait pu dire anoné, mais on entend anoné sous ahanant, je nais. J'échappe à la mort lente, à la maturation terrible de l'attente. Assis avec mon fils sur les bancs de l'école, à 40 ans, j'apprends ma langue paternelle. Et alors, concernant la langue, peut-être que tout à l'heure, Thierry Alcolumbre en parlera, mais il y a une confidence dans une interview imaginaire. Pourquoi imaginaire? Parce qu'il est écrit que Claude Vigée s'entretient avec Josué Ayani. Et ça m'a frappé, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de Josué Ayani. En revanche, je me suis rendu compte que le prénom hébraïque de Claude Vigée étant Yehoshua, ce qui donne en français Josué, et que Ayani peut très bien se lire en hébreu Chai Ani, donc Vigée, je suis vivant, Chai Ani, eh bien Josué Chayani est donc le double hébraïque de Claude Vigée, et l'interview est menée par Vigée qui s'entretient avec son double israélien. Et il lui confie, si je pouvais renaître, je préférerais sans doute n'écrire qu'en hébreu. Commencer par là eût été tellement plus simple, mais il n'en est pas encore question dans mon incarnation actuelle. Cette interview est publiée en 1984 dans Les Orties Noires. Alors, on parle de l'exil, le temps perdu ne peut être rattrapé, mais tout de même, il y a une longue quête qui se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis. Et aux États-Unis, il lui faut du temps pour obtenir un vrai poste, mais en 1949, donc lui, il arrive en 1943 aux États-Unis, il lui faut quelques années pour avoir ce poste à Brandeis, qui est une université juive, et il constate qu'on y enseigne les sciences du judaïsme comme n'importe quelle autre science, avec, alors là je cite, l'académisme anglo-saxon de rigueur aux États-Unis dans ces temps reculés. C'était correct, étriqué, un peu pauvret et ennuyeux, raconte-t-il. Et ça, ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est tout ce qui est ennuyeux, académique. Je vous ai parlé d'un professeur, non pas ami, mais en tout cas en symbiose avec ses étudiants. Il n'a pas du tout envie d'enseigner de manière universitaire. Et bien qu'étant à Brandeis, où il a
des plus prestigieux professeurs de judaïsme, il ne suit aucun cours, sauf celui du professeur Shimon Ravidovitch, qui est mondialement célèbre à l'époque parce qu'il a écrit, mais en hébreu, Babel et Jérusalem. Et ce Reb Shimon, comme l'appelle Vigée, est d'une érudition juive et universelle prodigieuse. C'est ce qu'écrit Vigée. Et ce qui le fascine, c'est plus que cette érudition, je cite, c'est l'homme lui-même qui m'a servi d'encyclopédie vivante du judaïsme éternel, avec ses violences, ses paradoxes, sa capacité de renouvellement, son émergence hors des cendres d'une trop longue et trop lourde histoire. Bien, à cette époque, Vigée connaît peu de choses en judaïsme et je vous dis, lorsqu'il vient s'installer en Israël, il compose ses premiers judans qui sont en fait une expression de sa propre sensibilité littéraire où il sent que la vie quotidienne est la trame sur laquelle va s'inscrire l'écriture littéraire, avec, dans cette trame, des mouvements de paroxysme qui sont les poèmes, qui surgissent du quotidien, qui surgissent de l'événementiel. Et contrairement au roman, qui est une recomposition, et pour reprendre une expression connue, au passé composé, c'est-à-dire que le romancier part de l'avenir, ou de son présent à lui, pour remonter en arrière et raconter. Donc la narration est au passé composé, au passé simple. La narration, c'est le passé et l'auteur sait tout. Vigée, lui, il écrit ses judans qui sont la manière judéenne d'écrire ce que les Romains ont appelé un roman, enfin que la civilisation romaine a appelé un roman. Il écrit au jour le jour ses rencontres, les paysages qu'il voit, et les poèmes peuvent surgir au détour d'une page. Et d'ailleurs, quand il a présenté sa manière d'écrire spontanée à Gide, celui-ci lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que toute cette prose autour des poèmes? Vous devez mettre les poèmes à part, détruisez l'échafaudage. » Pour Vigée, c'est évidemment une absurdité et une aberration. Et finalement, il va en Israël écrire des judans. Pas jusqu'à la fin, mais enfin, tout au début, c'est sans arrêt le quotidien mêlé à des explosions extatiques de poèmes ou de passages très, très poétiques. Alors, j'ai encore combien de temps, Philippe, parce que j'ai mêlé l'hommage à mon exposé? Alors, on va dire 5 minutes. 5 minutes, je me dépêche. Ce qu'il retrouve en Israël, c'est des gens qu'il a vus au colloque des intellectuels en 59. D'abord l'Alsacien et presque voisin André Chouraki. André Chouraki va énormément l'influencer. On ne se rend même pas compte dans ses textes anciens. Il y a énormément d'expressions de Chouraki. Bon, je les avais préparées, mais je vous les dis vite de mémoire. Cette notion du peut-être qui est si fondamentale, eh bien, c'est une expression qui a été creusée par André Chouraki. Le peut-être, c'est le peut-être Auschwitz, c'est-à-dire peut-être la catastrophe, mais peut-être Israël, peut-être la libération. D'ailleurs, le premier livre qui est véritablement dans ce droit fil, c'est Délivrance du souffle. Après l'exil vient la possibilité d'écrire délivré sur sa terre. Et Neher a encore énormément d'expressions comme la voix du silence ténu qu'il utilise pour traduire Kol Demamad Daka, que Vigée va reprendre, ou le fameux développement sur Davar que Neher écrit en introduisant son manuel de traduction d'hébreu en français, Davar étant à plusieurs niveaux, la parole, la chose, l'événement, etc. Vigée va le reprendre, souvent en citant Neher, mais pas toujours. Et la même chose se présente soudain avec Manitou, dont il suit les cours, non pas
à l'université, puisque Léon Ashkenazi Manitou n'a jamais enseigné à l'université, mais c'était un professeur, fils du grand rabbin d'Algérie, ancien combattant de l'armée française, résistant au sein des EIF, un authentique érudit juif, un talmudiste, un kabbaliste, et Jacob Gordin l'avait invité à l'école de cadre Gilbert Bloch, enfin d'abord Robert Gamzon, fondateur des EI, qui a eu l'idée d'Orsay en 1946, et Manitou a dû remplacer Gordin, mort trop tôt, et il a fait ensuite en Israël, Manitou, la même chose que à Orsay, il a créé des lieux d'études et de formation, Mahayanot, puis le centre Yair. Mais c'est avant même Mahayanot, qui n'ouvre qu'en 1974, que Vigée suit les cours de Manitou entre 69 et 80. Vous vous rendez compte, une telle période, 11 ans, où le grand professeur de l'université hébraïque vient s'asseoir sur un petit tabouret. Je l'ai vu, j'ai participé au même cours de Manitou. C'était des cours 1 ou 2 fois par semaine au Moadon à Olé. Et ensuite, il va aussi à Yair et à Mahayanot. Et là, il retrouve un autre professeur bouillonnant de fantaisie, mais en plus d'un humour extraordinaire. Et cet humour le fascine et lui fait découvrir un judaïsme. Et je lis voici un endroit où je ne risquerai pas d'aller m'ennuyer à mort et où de surcroît, j'apprendrai bien des choses nouvelles pour le juif à peu près inculte que j'étais resté jusqu'alors. Donc en 69, quand il va écouter Manitou, qu'il considère comme un magicien du langage, et il parle aussi du grand spectacle Manitou, parce que c'est sûr que tous les étudiants de Manitou adoraient suivre les cours, d'abord parce que ça stimulait l'esprit, et aussi parce que c'était un judaïsme jouissif. Alors, une grande partie des enseignements de Manitou se retrouvent dans les livres de Claude Vigée, à commencer par Dans la manne et la rosée, où il est plusieurs fois, Manitou est cité expressément, et dans bien d'autres cours. Disons encore que Vigée suivra même les cours de Adin Steinsaltz, et que peu à peu, il devient véritablement un maître en judaïsme. Il va pouvoir dialoguer avec Victor Malka pour 2 tomes d'exégèse, et beaucoup de non-juifs qui ne connaissent pas bien le judaïsme arrivent souvent à l'étude du judaïsme à travers celui qui fut un autodidacte et qui, à la fin de sa vie, est devenu un maître.